Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alstom? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Alstom, ici, on a déjà eu à parler de cette compagnie-ci aux alentours du mois de février de cette année-ci, d'accord, sur le mois de février ou mars. Donc, je pense que c'était plutôt au niveau du mois de mars. Donc, ici, vous cliquez sur, vous recherchez Alstom, mettez Top Invest et vous allez trouver cette vidéo-ci. Donc, sur Alstom, c'était il y a 6 mois. Donc, je pense qu'à cette période-là, on n'avait pas encore la publication des résultats. D'accord. Donc, c'est au 11 du mois de février, parce que Alstom publie ses résultats généralement au mois de mai de chaque année, au mois de mars, résultats annuels. Donc, on avait uniquement les résultats semestriels et peut-être les résultats semestriels à cette période-là. Donc, on était à peu près à 26,56 € et selon ce qu'on avait calculé ici, on s'est dit, OK, au mieux, Alstom serait correctement évalué. On pourrait, si on respectait les valeurs d'entreprise sur EBITDA ici, en prenant en considération les estimations des analystes ici, donc on pourrait être aux alentours des 30 € par là. Donc, le prix actuel était tout simplement correct. Sinon, voilà, celui qui avait acheté Alstom aux alentours de 26, 27, vous n'avez pas surpayé. Mais également, il faut savoir que c'est une entreprise qui est en pleine, voilà, ce qu'on appelle un turnaround ou bien une restructuration. D'accord? Il faut expliquer les choses. Alstom a fait l'acquisition de Bombardier. Et Alstom, ici, en faisant l'acquisition de Bombardier, il y a des contrats. Il y a des contrats ici dans cette compagnie-là. Donc, Alstom a des contrats à peu près de près de 84 milliards. Et dans ces 84 milliards, il y a des contrats qui sont à perte. Donc, il y a des contrats que Alstom va devoir exécuter à perte, littéralement. Et ça va impacter négativement les résultats financiers de l'entreprise au moins jusqu'en 2024-2025. D'accord? Donc, ici, en achetant la compagnie ici aujourd'hui, 2022 sera une année négative. 2023 sera également une année négative. 2024, peut-être qu'on va gagner de l'argent. 2025, on prévoit gagner à peu près quelque chose. OK? Donc, il faut faire attention. Là, vous mettez les pieds. Vous allez voir que les marges étaient décroissantes, etc. Donc, ce n'est pas une bonne situation pour Alstom. Ça peut arriver également. Donc, l'entreprise essaie de se repositionner tantôt. Donc, ici, quand vous allez lire les rapports financiers ici, parce qu'Alstom a publié ses résultats financiers, je pense, du premier semestre, du premier trimestre 2022-2023, donc ça c'est l'année 2023 ici, dans les 3 premiers mois, d'accord. Donc, vous allez voir ici que niveau de prise de commande de 5,6 milliards, incluant plusieurs commandes importantes de matériel roulant accompagnées de services, carnet de commandes soutenu de 83,4 milliards d'euros, chiffre d'affaires robuste de 4 milliards d'euros en hausse de 8% comparé à l'année dernière, en ligne avec la trajectoire de croissance annoncée, perspective de l'exercice fiscal et de moyen terme entre 2024 et 2025 confirmée. Déjà, perspective ici, c'est à partir de 2024-2025 qui seront rentables. OK? Donc, 2022-2023, c'est l'année en cours. 2023-2024, c'est l'année prochaine. Donc, ils vont payer de l'argent. D'accord? Maintenant, combien? Je ne sais pas. D'accord? Il vous parle de carnet de commande de 83 milliards 400. Dans 83,4 milliards ici. Dans ce 83,4 milliards, il y a au moins un bon 16 milliards par là qui sera exécuté à perte, en tout cas sur les années à venir. OK? Donc, maintenant, quand je lis ces rapports financiers-ci, franchement, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'ils ne font pas mention de la rentabilité actuelle. D'accord? Parce que c'est bien d'avoir des revenus de 5 milliards, mais si ces revenus de 5 milliards sont accompagnés de pertes disons, de 100 millions, techniquement, vous avez perdu de l'argent. OK? Donc, le volume ne m'intéresse pas, c'est la rentabilité qui m'intéresse. Donc, je préfère une entreprise qui dépense, qui ramène 1 milliard en termes de revenus pour 100 millions de free cash flow qu'une entreprise qui ramène à peu près 100 milliards en termes de revenus pour 100 millions de free cash flow. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on ne parle pas de rentabilité. On vous parle de contrats, on vous parle de nouveaux contrats signés meilleurs que les contrats précédents. On vous parle du maintien de la projection de croissance, de rentabilité à partir de 2024-2025. On vous parle, voilà. On vous parle encore de quoi? On vous parle du niveau d'endettement géré. On vous parle de dividende à 25 € l'action. Donc voilà, on vous donne de bonnes informations ici. Enfin, quand je dis bonnes informations, ça, pour moi, je considère ça comme des informations superficielles. D'accord? Je veux savoir, en date d'aujourd'hui, vous allez payer combien en termes de revenus cette année-ci? Vous allez payer combien? Vous allez voir, vous vous endettez de combien? Parce que s'il n'y a pas de free cash flow, on prend de la dette ou on émet de nouvelles actions. Donc, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est pas trop le fait de gagner de signer. Les nouveaux contrats, c'est bien, d'accord, mais j'aimerais qu'on accorde un peu plus d'importance à la rentabilité. Donc, rentabilité, la marge opérationnelle ajoutée devrait atteindre 8 à 9 à 10% à partir de 2024-2025. OK, ça sont les perspectives trajectoires financières à moyen terme, d'accord, bénéficiant d'initiatives d'excellence opérationnelle, de la complète exécution des projets difficiles en carnet,
projets difficiles à encaler, c'est-à-dire que les projets non rentables, d'accord. Tandis que les synergies devraient générer 400 millions d'euros en 2024-2025. 475 à 500 millions d'euros annuels de synergie. Donc, vous pouvez lire ça. Ça sont les prévisions ici. Ça peut se réaliser comme ça ne va pas se réaliser. Donc, il faut faire confiance au management ici. OK? Donc, vous pouvez lire les rapports financiers actuels. On ne parle pas de rentabilité ici. C'est bien les revenus, c'est bien la signature de nouveaux contrats. Et ils accordent beaucoup d'importance à cette information-là. Signature de nouveaux contrats, etc. Revenus, c'est bien, mais je veux qu'on me parle de rentabilité. C'est ça qui m'intéresse, moi, quand je veux regarder une entreprise. Je veux voir des revenus stables et croissants, mais surtout, je veux voir une entreprise qui est capable de ramener du cash flow. OK? Donc, sinon, ça ne vaut pas la peine d'y investir. Donc, vous allez voir ici, matériel roulant, service. Donc, moi, j'aime la partie service parce que c'est la partie la plus rentable. Parce que quand on signe un contrat pour le matériel roulant ici, on va fournir le matériel roulant peut-être sur 2-3 ans. Mais à partir de là, on signe un contrat de service peut-être sur 30 années. 15-30 années par là. Donc, et le service, c'est ça qui rapporte de l'argent, en fait. Donc, c'est la partie qui a le plus de marge. D'accord? Mais maintenant, vous me donnez les informations concernant le chiffre d'affaires par destination, les commandes reçues, le chiffre d'affaires par produit, mais je n'ai pas de bénéfice net par produit ou bien bénéfice opérationnel par produit. Donc, moi, je dirais, je lis ça comme ça. C'est juste pour me donner une information, une idée générale par rapport à où est-ce qu'on s'en va, mais surtout les rapports annuels que moi j'attends. Et surtout, si on reste toujours sur la même stratégie ici. Donc, on va vous parler de beaucoup de choses, contrats qui ont été signés, etc., inflation, c'est bien. D'accord? C'est de bonnes informations. Donc, moi, quand je reviens ici, vous allez voir qu'ils ont publié, par exemple, un document stratégique qu'ils appellent Alstom in Motion. Je vous encourage à aller le lire parce qu'en fait, c'est même ça qui guide votre investissement sur Alstom en ce moment. Il vous donne toutes les informations nécessaires. Donc, allez lire ce document-là. Également, ce que moi j'aime bien, c'est que la dette d'Alstom est assez bien gérée. Ils ont une dette ici. Bon, quand je dis assez bien gérée, ils ont des taux d'intérêt sur cette dette-là très risibles, je dirais même très risibles, à peu près de 0,1%, enfin, moins d'1% parfois sur certaines, sur leur dette ici. Mais c'est une dette qu'il va falloir refinancer. Maintenant que les taux d'intérêt augmentent, il va falloir refinancer cette dette-là à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, c'était bien avant, mais maintenant, ça va peser au niveau de... Comment on appelle ça? Ça va peser au niveau des intérêts sur la dette. Okay? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, allez lire le document stratégique ici. Donc, maintenant, quand on investit sur Alstom, il faut faire des guesstimations. Parce que quand on vous parle de rentabilité, si on vous dit 80% du net income, OK, mais le net income sera de combien? On ne me donne pas l'information concernant le net income. Peut-être que j'ai raté cette information-là, mais c'est quelque chose que je recherche. Donc, le net income marge, c'est combien? J'ai les marges opérationnelles entre 6 et 8%. C'est bien. Mais le net income, ce sera entre combien et combien? Est-ce que ça sera 3%, 5%? D'accord? Donc, ce sont des informations que moi, je recherche. Donc, quand j'arrive ici sur cette compagnie-ci, donc, il faut déjà voir l'historique d'Alstom. Et c'est une compagnie qui a beaucoup changé. OK? Donc, ici, ce n'est pas qu'il y a une décroissance, qu'il y a une vente, il y a cession d'actifs ici. Donc, ici, on fait l'acquisition, par exemple, de Bombardier. Donc, ce n'est pas comme s'il y a croissance des revenus, c'est une croissance par acquisition ici, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais maintenant, est-ce que ça vient avec la rentabilité qui vient avec? Donc, vous pouvez aller revoir la vidéo qu'on a fait sur Alstom. On a parlé de rentabilité, on a parlé de gross margin, etc. Donc, quand on va regarder ici par rapport au mois de mars ici, parce que c'est le mois de mars qu'on n'avait pas, vous constatez ici qu'on a 11% ici. Donc, le gross margin diminue. On quitte de 17 à 11%. Donc, si la marge brute diminue, alors, si la marge brute diminue, on va regarder ici en termes de rentabilité ici. Est-ce que l'EBITDA ici est au moins stable? On a également une diminution de l'EBITDA, 9,5% ici. En termes de volume, OK, on va essayer de voir est-ce que les volumes en termes d'EBITDA sont à peu près restés à des niveaux abordables. On voit que bon, l'EBITDA ici arrive à se maintenir. Et la dernière fois, quand on a fait l'évaluation, c'est basé sur la valeur d'entreprise sur EBITDA. D'accord? Si on se base sur la même valeur d'entreprise sur EBITDA ici, pour évaluer l'entreprise, est-ce qu'on va arriver à une information ici? Donc, last 12 months ici, est-ce qu'il nous donne une information? Voilà. Donc ici, valeur d'entreprise sur EBITDA sur les 12 derniers mois, on va vous dire qu'on a 19 fois les EBITDA ici. Donc maintenant, il faut se poser la question, est-ce que les EBITDA actuels sont durables ou bien ils vont avoir tendance à augmenter dans le temps? D'accord? Sinon, ici, moi, je vais prendre à peu près la rentabilité de l'entreprise. OK? Donc ici, je regarde le niveau d'endettement également, net dette. Donc la dette nette ici. Donc la dette nette, est-ce que le niveau de dette ici a diminué? Alors, on ne va pas dire qu'il a augmenté, mais il est assez gérable. Parce qu'il faut également préciser qu'ils ont un niveau de dette assez gérable. C'est 2 milliards. Bon, 2 milliards, maintenant, ça dépend de quel free cash flow ils auront. Parce qu'ils pensent ici qu'à partir de cette année-ci, donc 2023, 2024, 2025, ils auront 5% de croissance en moyenne. Ce sont des prévisions. Donc cette année-ci, on va terminer, par exemple, si vous regardez le revenu en date d'aujourd'hui, on a un revenu, donc je vais le mettre sur les 12 derniers mois. Enfin, les 12 derniers mois, en fait, ça s'arrête au mois de mars. Ici, on n'a pas plus d'informations que ça. Elle va publier ses résultats, je pense. Alors, si je prends les 12 derniers mois ici, est-ce qu'on a ajouté les résultats du mois de mars? Oui, ils sont là.
Donc, on est aux alentours de combien? Je prends les 12 months ici. Alors, ici, on a à peu près 15 milliards 500. C'est la même chose, 15 milliards 500 ici. Donc 15,5, on s'entend que ça, il y a une croissance ici. En termes de rentabilité, c'est ce qui va m'intéresser maintenant. Ok. Donc quand je prends cette compagnie ici, en termes de rentabilité, je vais prendre ici les free cash flow moyens parce que vous allez voir que ce n'est pas une compagnie qui gagne de l'argent présentement. Mais elle ne gagne pas d'argent parce que voilà, elle est en pleine restructuration économie, etc. Donc, on ne va pas gagner. Les free cash flow seront presque inexistants. Ici, on vous dit ici que le forward PE, c'est 12. Donc, si vous prenez, par exemple, par rapport au revenu actuel, par rapport au market cap actuel, si on fait 12 fois les forward PE, dont on s'attend à avoir des bénéfices nets autour de 650 millions ici divisé par 15 millions ici, donc ça c'est par rapport à l'année prochaine, hein, 4% ici, donc ok. Donc on va le mettre ici en pourcentage pour voir à peu près qu'est-ce qu'Alstom avait l'habitude de rapporter en termes de marge et de free cash flow ici, tout en se disant que les free cash flow auront tendance à égaler les net income auront tendance à égaler les free cash flow ici. Donc en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donne? Je vous rappelle également que c'est une compagnie qui a changé. D'accord? On n'a plus les mêmes segments d'activité ici. Donc, on pourrait avoir des rentabilités plus élevées ou bien moins élevées. D'accord? Donc, faites attention avec ce que je vais prendre ici. Donc, Alstom, sur les 20 dernières années, a généré à peu près une marge de médiane pour les net income aux alentours de 4%. Sur les 10 dernières années, 4,87%. Sur les 5 dernières années, 4,95%. Je vais prendre 5%. Et je suis assez gentil en prenant 5% ici. Maintenant, je vais prendre les PER. D'accord? Donc, je prends ici les PER, les PER de l'entreprise ici. Sachez que les PER, c'est un rendement. D'accord? Si je paye des PER, si je prends une entreprise avec un PER de 200 ici, comme actuellement en date d'aujourd'hui, un PER de 200, enfin, il faut comprendre qu'actuellement, on ne gagne pas d'argent. Donc, c'est normal que le PER soit aussi élevé. C'est pour ça qu'il faut généralement prendre la médiane parce que la période actuelle peut juste être exceptionnelle. Donc, mais si généralement, vous trouvez une entreprise qui a un PER de 200, ça veut dire qu'en fait, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, je dis bien si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, si c'était un immeuble, d'accord, si c'était un immeuble à revenu, vous attendez à avoir à peu près un rendement de 0,5%. Donc, il va vous falloir à peu près 200 ans pour rembourser votre investissement initial juste avec les loyers. Non, pas du tout. C'est pas pour moi. Moi, je vous ai dit ici que dépendamment de la compagnie, dépendamment de la croissance, on peut voir ici, soit on va aux alentours de 25, 20 fois. Si une entreprise de qualité vraiment waouh, à la LVMH, on sera à 25 fois. Et même ça, on se pose des questions. OK? Donc, ici, quand je prends la moyenne des PER, on prend ça, on le met ici, on met en médiane. Ça nous donne à peu près 21 fois les bénéfices nets ici. Donc, si l'entreprise s'est changé légèrement à 21 fois les bénéfices nets ici. Donc, sur les 10 dernières années ici, 25 fois. Je ne paierai pas 25 fois pour cette compagnie ici. Et encore moins 20 fois, ça me dérange. 20 fois, ça me dérange. Pourquoi? Parce que voilà, on a une entreprise qui est en plein turnaround. Je ne sais pas si ça va arriver ou pas du tout. Donc, il y a beaucoup de guesstimations là-dessus. Si je prends une entreprise ici qui a à peu près 15 milliards 500 et ils vous disent qu'on aura à peu près 5 milliards, à peu près 5% de croissance sur les 5 prochaines années, à peu près, donc on sera aux alentours de 20 milliards d'ici 5 ans. OK, c'est bien, mais je vais déjà prendre ce qu'on a ici aujourd'hui. Si on a 5% de marge bénéficiaire sur ce montant-ci, multiplié par, disons, 15 fois les bénéfices déjà, je suis assez gentil en prenant 15 fois des bénéfices, moins la dette nette. On a une dette nette ici de combien? À peu près, on avait calculé combien? Et encore, il faut aller voir au niveau de la dette nette ici, quelles sont les informations qui sont rentrées à l'intérieur. OK? Donc ici, on a une dette nette aux alentours de 2 milliards, 2 milliards 880, 2 milliards 880. Donc on va faire moins 2 milliards 880. Divisé par le nombre d'actions. On a combien ici en nombre d'actions en date d'aujourd'hui? On est aux alentours de combien? Nous sommes aux alentours de 372 millions. D'accord? Donc 372 millions d'actions. Donc on va mettre 373. Donc je divise ici par 373. On arrive à une valorisation aux alentours de 23 euros. Oui, dernière vidéo, on était à 30 euros par là, etc. Mais attention, ici, j'ai pris assez de précautions. Je veux me protéger par rapport au futur. Parce que ici, admettons qu'on atteint les 20 milliards, comme indiqué. D'accord? Disons qu'on le fait 5% de marge bénéficiaire ici. OK? À 15 fois les bénéfices ici. Moi, la dette nette actuelle, donc même si je ne normalise pas, attention, donc déjà, ça, c'est déjà assez questionnable. Donc, on sera à peu près aux alentours de 12 milliards, divisé par le nombre d'actions à 372 millions ici. Donc, on pourrait être aux alentours de 32 euros. D'accord? Donc, la valeur sera située entre 23 euros, c'est sans prendre en considération la croissance, tout en ayant déjà une marge bénéficiaire de 5%, ce qui n'est pas le cas actuellement, avec 15 fois les bénéfices. Même si vous avez vu ici qu'on l'entreprise a l'habitude de s'échanger à 20 fois les bénéfices par là, en moyenne, si le marché paye 20 fois les bénéfices, tant mieux pour lui.
Enfin, tant mieux pour nous, les investisseurs, à la fin de la journée, parce que ça nous donnera ceci. Donc, si on prend 5% de 15 millions 500, 15 milliards 500, ça fait 750. Donc, multiplier ici fois 20 fois les bénéfices. Moi, la dette nette aux alentours de 2 milliards 880, la dette nette actuelle, si le marché paye 20 fois les bénéfices, bien sûr, divisé par le nombre d'actions qui est aux alentours de 372 millions, on sera aux alentours de 33-34 euros l'action. D'accord? Moi, je vais me protéger au maximum. Je vais me dire qu'OK, déjà, le marché paiera 15 fois les bénéfices. C'est assez correct. Maintenant, par rapport au risque qu'on prend ici dans le futur, oui, ce sont des projets, stratégies. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je veux me protéger. D'accord? Donc maintenant, marge bénéficiaire 5%, on ne l'a pas encore aujourd'hui. Donc ça également, c'est questionnable. On prévoit avoir à peu près quelque chose par là, mais ça pourrait arriver comme pas du tout. Beaucoup de choses peuvent arriver dans le futur. Donc, 5%, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on a pu avoir dans le passé, même si on a été assez gentil dessus. Donc, ça nous donne 775 millions. Donc, on réagit déjà comme si l'entreprise était rentable ici aujourd'hui. À 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, on est à 23 $ l'action. À 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, nous sommes aux alentours de 34 euros l'action. Donc, 23 euros, 34 euros. Donc, où est-ce que vous vous situez? Moi, je ne veux pas être très optimiste, ni très pessimiste. On va se mettre à 23 euros. D'accord? Si vous l'avez acheté à 30 euros, etc., vous dites que bon, on est sur la marge, on est assez optimiste par rapport à la compagnie. Si vous l'achetez aux alentours de 20 euros par là, voilà, on est assez pessimiste à ce niveau-ci. Donc 23 euros, ce n'est pas mauvais non plus. Parce que dites-vous que si c'est une entreprise qui rapporte à peu près 775 millions ici, divisé par à peu près la capitalisation boursière actuelle ici aujourd'hui, donc divisé par 7 milliards 770, donc je dis toujours euros, dollars, donc excusez-moi, parce que je traite avec beaucoup d'entreprises ici. Donc si vous m'entendez parler de dollars alors qu'on parle d'une entreprise qui est cotée en euros, c'est euros. D'accord? Je peux l'oublier. Donc ici, on est aux alentours de 9,9%, donc à peu près 10%. Donc en achetant l'entreprise ici aujourd'hui, si elle réussit à générer à peu près 5% de free cash flow ou bien de net income sur le 15 milliards 500 actuel, on pourra avoir une rentabilité de 10% au prix actuel. Ça ne prend pas en considération la dette. D'accord? Et de toute façon, au prix actuel, si on génère des free cash flows autour de 5, si on génère à peu près 775 millions, à peu près on peut repayer la dette en 3-4 ans. OK? Donc, il y a une possibilité ici. Elle est située sur un big trend également. Donc, il y a également cet avantage-là. D'accord? Le turnaround n'est jamais facile. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va échouer ni quoi que ce soit. OK? Donc, pour ceux qui lisent les rapports financiers, prêtez attention à la rentabilité. Prêtez attention à ce que le management dit. Et surtout, si le management comment on dit ça? S'ils vous disent aujourd'hui qu'on va avoir 100 millions l'année pour le mois prochain et que le mois prochain, on a 20 millions et que ce mois-ci, vous dites que non, finalement, on ne va plus avoir 100 millions, maintenant on prévoit avoir 10 millions. Attention, c'est déjà assez, c'est pas bon signe. Pour faire un management qui me dit je vais avoir 100 millions et à la fin de la journée, arrive à avoir 101 millions ou 102 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il vous donne plus que ce qui était espéré. D'accord? C'est ce que j'espère. Donc, c'est une belle entreprise qui peut redevenir rentable. D'accord? Moi, j'aime bien la partie service ici. Également, elle est parmi les leaders dans ses segments d'activité ici. Donc, il y a de bonnes choses ici sur Alstom. Mais il faut avoir la capacité de souffrir à moyen terme au moins. Parce que 2024-2025, c'est assez loin. Et entre-temps, vous allez immobiliser du capital sur ce genre de compagnie-là. Le dividende ici aujourd'hui, est-ce que je dirais qu'il est safe ou pas pour le moment? Ils n'ont pas les moyens de payer ce dividende-là. D'accord? Peut-être qu'ils ont du cash ici, ils vont s'endetter pour payer ce dividende-là, mais moi, j'aimerais qu'ils coupent ce dividende. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le met présentement. 1%, c'est presque rien ici, mais 1% ici de 7 milliards, d'à peu près 8 milliards ici, ça représente aux alentours de 80 millions qu'on brûle. D'accord? On pourrait garder ce 80 millions-là. OK? Couper le dividende, revenir quand tout ira bien. OK? Et s'arranger en conséquence. Peut-être qu'ils nous font un rappel sur le dividende passé, les années pendant lesquelles ils n'ont pas payé le dividende. Ils nous font juste un rappel par rapport à ça. Mais ça, ce n'est que mon avis. D'accord? Moi, je n'apprécie pas qu'ils payent un dividende de 1,21%. Même s'ils ont la capacité de le faire, actuellement, l'entreprise ne gagne pas d'argent. Et quand vous ne gagnez pas d'argent, je ne veux pas que vous endettiez pour me payer un dividende. Non. C'est un 80 millions qui pourrait être utilisé pour faire autre chose. OK? C'est comme ça que j'agis. Parce que les entreprises, si vous investissez dans une entreprise qui est durable dans le temps, votre dividende sera également durable dans le temps. OK? Donc, moi ici, je pense que c'est pas une... Voilà, si vous voulez acheter cette compagnie-ci, il y a de meilleures entreprises sur le marché. N'allez pas immobiliser vos capitales sur Alstom. Vous avez LVMH qui vous a proposé des opportunités d'investissement ici. Vous avez des entreprises comme Groupe SEB qui arrivent. D'accord? On n'en parle pas souvent, mais l'action pourrait être intéressante au prix actuel. D'accord? On a parlé de Thermador ici. Bon, maintenant, allez vérifier toujours, il faut lire les rapports financiers. Donc également, vous pouvez aller voir Google. Google est très sous-évalué. Très, très sous-évalué. Je n'en dis pas plus. D'accord? Donc, Alstom, ce n'est que mon avis ici aujourd'hui. La valeur sera aux alentours de entre 23 et 23 euros si on est assez, si on reste assez équilibré. 34, 32 euros par là si on reste très optimiste. Mais voilà, moi je dirais, c'est pas trop une opportunité d'investissement. Waouh, waouh. D'accord? Donc, ça c'est pour ceux qui sont optimistes.
D'accord? Moi, c'est parce que je n'ai pas lu les rapports financiers. À voir ce que je vois ici, franchement, voilà. Je vais appeler ça de la spéculation positive, si vous voulez. Il y a un potentiel de pouvoir aller chercher quelque chose en supplément. En l'achetant ici aujourd'hui, on ne fait pas une mauvaise affaire. Mais on base nos raisonnements, notre espoir sur le management et sur le turnaround, que le turnaround soit lucratif. D'accord? Si c'est le cas, vous pouvez avoir, c'est pas avec un home run. Si ce n'est pas le cas, bon, bah à la fin de la journée, au moins, vous n'aurez pas immobilisé une grosse partie de vos capitales. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement, et après, chacun fait comme il veut. D'accord? Merci.